Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons continuer à parler des modules et cette fois-ci on va voir comment il est possible d'utiliser les modules pour créer des sortes de mixins. Donc dans le chapitre précédent, on a utilisé les modules comme un système de groupe. Le but d'un module était de grouper toutes les classes qui ont attrait à une certaine logique pour pouvoir les retrouver plus simplement par la suite. Mais il faut savoir que le système de modules permet aussi de faire de l'héritage horizontal. C'est-à-dire que si jamais on a besoin de greffer un certain nombre de méthodes à plusieurs classes, et ces classes n'ont pas d'ancêtre commun, on va pouvoir le faire en utilisant les modules. Alors je vous propose un exemple concret. On va créer une première classe, et cette classe, on va l'appeler humain. Ensuite, on va créer une seconde classe, et cette classe, on va l'appeler par exemple chat. Et on se dit, bon ben les humains et les chats, ils ont tous les deux la possibilité de marcher. Donc la première chose que l'on serait tenté de faire, c'est de créer dans ces deux classes une méthode marcher. Le problème, c'est que là, on se répète. Donc là, on va se créer une classe parente, que l'on va appeler par exemple animal, pour continuer sur la métaphore, et dedans, on y mettrait la méthode marcher. Si je fais ça, ben, ce que je vais pouvoir faire ensuite, c'est faire hériter à la fois humain et chat ben, de cette classe-là. Donc là, les deux vont hériter d'animal. Le problème, c'est qu'on va avoir des cas un petit peu particuliers. Si je me mets à créer une classe dauphin, je suis embêté parce que la classe dauphin va effectivement hériter de animal, mais elle n'a pas de méthode marcher. De la même façon, je vais avoir des éléments qui ne sont pas des animaux, comme par exemple les robots qui vont pouvoir marcher. Et du coup, ça pose un petit problème. Donc pour remédier à ce problème-là, on peut créer un système de modules. Donc, par exemple, on peut créer un module marche qui contiendrait des méthodes concernant la marche. Donc là, par exemple, je vais créer une méthode marcher. Alors on peut se dire, attends, c'est un petit peu bizarre parce que dans ce module-là, tu crées une méthode d'instance marcher. Mais comme on l'a vu dans le chapitre précédent, ben, un module n'est pas instanciable. Alors à quoi ça peut bien servir? En fait, un module peut être inclus dans une classe. Donc par exemple, je vais supprimer animal pour toutes les classes, sinon ça va bugger. Mais ce que je peux faire, c'est dire que l'humain et le chat, ils incluent ce module-là, en faisant include le nom du module que l'on souhaite inclure. Si on fait ça, ça va automatiquement greffer toutes les méthodes d'instance qui sont dans le module au niveau de la classe. Donc par exemple, si dans marcher je fais puts, je marche, maintenant je peux faire chat.new.marcher. De la même manière, je peux faire marcher un humain parce qu'il inclut ce module-là, humain.new.marcher. Si je sauvegarde et que j'essaie d'exécuter mon code, ben, automatiquement, je vois que ça me donne « je marche ». L'avantage, c'est que je vais pouvoir comme ça grouper toutes les méthodes qui ont attrait à la marche. On peut s'imaginer créer une autre méthode « courir ». Hop, et cette méthode, on mettrait « je cours ». Et ainsi de suite, ainsi de suite. Automatiquement, toutes les classes qui vont inclure ce module-là vont se retrouver avec toutes ces méthodes d'instance au niveau de leurs instances. Donc par exemple, maintenant, un humain peut aussi courir. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si on reprend le module que l'on avait ici, on a vu que le système de maths c'était un module traditionnel, mais on voit par exemple que c'est aussi utilisé dans le corps. C'est-à-dire que les ranges, les arrays, les hash, les structs et les énumérateurs, ils incluent tous ce module énumérable. De la même manière, la classe object, elle inclut le module kernel. Et ce module contient tout un tas de méthodes. Si vous cherchez sur DevDocs, par exemple, je vais aller sur la partie Ruby. Si vous cherchez kernel et que vous mettez un dièse, vous allez avoir toutes les méthodes du kernel. Par exemple, c'est ici qu'on a la méthode puts. Donc en fait, la méthode puts n'est pas au sein de l'objet, mais elle est au sein de kernel. L'objet incluant le kernel, il se retrouve donc au niveau des méthodes d'instance à avoir la méthode puts. Et c'est comme ça que beaucoup d'éléments qui sont situés ici fonctionnent. Alors ce que je vous propose, c'est de mettre en pratique, parce que là on a vu un petit exemple théorique, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas concret? Et on va repartir sur notre principe des élèves. Donc on avait, pour rappel, une classe élève qui contenait différentes méthodes, et notamment des méthodes concernant la notation des élèves, et on avait une classe déléguée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire un petit bout de code. Donc on va faire Jean égale élève.new, et on va l'appeler Jean. On fait Jean.ajouter-note, on va y ajouter 18, et ensuite on va lui rajouter 14, et ensuite on va vouloir la moyenne, en faisant puts Jean A, et on lui affiche la moyenne, donc ça sera Jean.moyenne. Donc je vais ensuite exécuter ce code, donc c'est ruby élève.rb, et je vois que ça me donne bien Jean à 16. Le problème, c'est que plus tard, j'ai envie de créer une nouvelle classe que je vais appeler professeur.
Et si on y réfléchit, les professeurs peuvent être aussi notés par l'académie et on a envie de les rendre aussi notables. Et là, on est embêté parce que les deux n'ont pas un ancêtre commun. Et c'est là que le système de modules peut être intéressant. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de sortir toute la partie concernant les notes pour séparer dans un module. Donc ici, ce module, on va l'appeler par exemple notable. Donc on fait module notable. Attention à bien mettre une majuscule au début. Dans ce module, on va déclarer une constante, qui est la constante pour la moyenne. Quelqu'un a la moyenne à partir de 10, et ensuite, on peut déplacer toutes ces méthodes d'instance à l'intérieur. L'avantage, c'est que maintenant, un élève étant notable, je peux faire un include notable. Du coup, la classe élève aura toutes ces méthodes d'instance. La classe délégué, qui héritait d'élève, les aura aussi. La classe professeur ne les a pas. Du coup, il faut que je fasse include de notable. Maintenant, mon professeur peut avoir un système de notes. Donc, je vais pouvoir faire prof égale professeur.new. Donc, c'est une classe qui n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être initialisée. Je peux ensuite faire prof.ajouter notes. Je lui ajoute les mêmes notes. On va faire 18 et on va faire un 14. Et après, je fais le professeur à la moyenne. Donc, vous voyez le gros avantage que l'on a ici. Hop, le professeur, c'est que l'on va pouvoir greffer une série de classes qui a attrait à une logique particulière dans un module, et après ce module, on va pouvoir l'implémenter dans plein de classes différentes qui n'ont pas forcément le même contexte. C'est ce que l'on voit à cet endroit-là. Par exemple, la partie énumérable, ces types-là, ces objets-là, n'ont pas de rapport les uns avec les autres, mais cette logique-là, on la veut en commun pour tous ces objets-là, et du coup, on crée un système de modules. Si j'essaie de réexécuter mon système, je vois que le système de professeur a fonctionné. En revanche, un petit problème, c'est que je ne peux pas définir la note du professeur à la volée. C'est-à-dire je ne peux pas faire un prof.notes et lui dire que la note, ça sera 18 et 14. Du coup, la solution, c'est de dire, je vais, au niveau de mon module, faire un @_writer et dire que l'on va pouvoir définir les notes, comme ceci. Hop, et j'oublie pas le E. Donc maintenant, si je réexécute mon code, je vois que je tombe bien sur la valeur 16. Donc voilà pour les modules en tant que mixin. Alors il y a quelques petites autres astuces à connaître qui peuvent vous dépanner de nombreuses fois. La première astuce, c'est que les modules ont tous une méthode de classe qui s'appelle included. Cette méthode de classe, si vous la définissez, va vous permettre de capturer à chaque fois qu'un module est inclus dans un sous-module ou dans une classe. Par exemple, si je fais def self.included et ensuite je fais end, si ça prend en paramètre la classe dans laquelle on a inclus, si je fais puts de base et que j'essaie d'exécuter mon code, je vois qu'automatiquement ça me donne élève puis professeur. Pourquoi? Parce que à ce moment-là j'ai fait une inclusion, donc pouf ça m'affiche élève, et à ce moment-là je fais une inclusion, donc pouf ça m'affiche professeur. Donc l'avantage ici, c'est que l'on peut par exemple manipuler la classe. On peut faire par exemple def base.test et hop, à l'intérieur on ferait puts test. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je rajoute une méthode de classe sur la classe sur laquelle j'ai inclus, et cette méthode de classe, c'est test. Maintenant, si je le souhaite, je peux faire par exemple élève.test. Si j'essaie d'exécuter, hop, je vois que je tombe sur une petite erreur, c'est normal parce que j'ai viré le @writer, donc on va le réécrire ici, @writer, et on va dire que voilà, c'était les notes qui pouvaient être écrites, désolé. Si j'essaie de réexécuter ce code, je vois que ça me donne test. Donc avec ce self.included, je peux modifier des informations sur la classe. Donc on peut s'imaginer rajouter des méthodes, rajouter tout un tas de choses. Après, c'est à vous d'imaginer les possibilités. On reparlera de la méthode self.included lorsque l'on parlera de métaprogramming. Donc de cette manière-là, il est possible d'injecter au niveau de notre classe des méthodes de classe simplement. On pourra aussi injecter des méthodes d'instance dynamiquement en utilisant un code particulier, mais on en parlera plus tard dans le chapitre consacré au métaprogramming. Donc voilà pour le système d'inclusion. Mais il faut savoir que vous avez une autre possibilité pour les modules, c'est le extend. Alors, on va repartir sur notre fichier module, parce que là, j'ai pas d'exemple concret, mais on peut créer un module que l'on va appeler A. Dans ce module, on va créer une méthode d'instance que l'on va appeler def demo, et cette méthode fera puts demo. Je vais ensuite créer une classe, et cette classe, je vais l'appeler C, parce que je suis inspiré.
Et à l'intérieur, plutôt que de mettre un include, on va mettre un extend. Et un extend de A. Alors l'extend, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère tout simplement les méthodes d'instance en méthodes de classe. Donc globalement, c'est comme si vous faisiez ici un def self.demo. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc automatiquement, toutes les méthodes d'instance du module A seront disponibles au niveau des méthodes de classe de C. Donc je peux faire c.demo, je n'ai pas besoin de l'instancier vu que c'est une méthode de classe. Et si j'essaie d'exécuter ce code-là, automatiquement je vois que ça me donne la valeur démo. Alors en l'état, on peut se demander quel est l'intérêt de faire une chose comme ça. Pourquoi faire ça alors que l'on peut, comme on l'a vu précédemment, utiliser le included? Alors premièrement parce que c'est plus rapide, mais aussi parce que ça peut servir à différentes choses. Par exemple, on peut imaginer créer une nouvelle instance de C en faisant, on va l'appeler C égale c.new. Donc là j'ai créé une nouvelle instance et j'ai envie d'ajouter maintenant, a posteriori, les méthodes d'instance qui se situent ici. On peut l'utiliser en faisant c.extend et en lui passant paramètre A. Donc maintenant, si je fais c.demo, automatiquement ça va m'afficher démo. Si j'essaie d'exécuter ce code, je vois que ça fonctionne. Lorsque l'on appelle un extend sur une instance, ça rajoute les méthodes au niveau de l'instance, mais ça ne la rajoute que pour C. Si je crée une nouvelle variable que je vais appeler C2, si je fais C2.demo, vu que je n'ai pas fait un extend pour ce C2, la méthode démo, il ne la connaîtra pas. Si j'essaie de réactualiser, je vois que ça me dit undefined method. Donc le extend, globalement, il faut imaginer que c'est comme si ça faisait des self tout le temps, self.quelque chose. Donc lorsque l'on fait un extend dans le contexte de la classe, ça crée les méthodes au niveau de la classe. Si on fait un extend dans le contexte de l'instance, automatiquement, ça crée les méthodes au niveau de l'instance. Donc voilà les principales différences qu'il y a entre les deux. Donc de manière générale, on verra assez rarement le extend, sauf quand de temps en temps on a besoin de faire ce genre de choses, mais c'est pas idéal. Mais en revanche, dans Ruby, on retrouvera très souvent, alors véritablement très souvent, le système de include, avec le petit hook included, qui vous permet de capturer automatiquement lorsque un élément a été inclus. De la même manière, lorsque vous faites un extend, vous pouvez quasiment le deviner de manière automatique, vous avez un hook qui s'appelle extended. Extended prend en paramètre la classe de base. Alors je l'appelle base et pas classe, pour éviter évidemment les quiproquos. Voilà. Et hop, ici, je fais un coup de puts. Donc on va convertir base en chaîne de caractères en faisant to underscore s extend de A. Si je fais un essai de code, hop, je vois que ça me dit c extend de A. En revanche, dans le second cas, vu que c'est l'instance qui étend de A, on se retrouve ici avec la nomenclature de l'instance. Donc voilà pour la différence qu'il existe entre le include et le extend. Donc de manière générale, on va très souvent retrouver le include à de nombreuses reprises dans de nombreux frameworks et dans de nombreuses librairies. Le extend sera un petit peu plus rare, mais il est très important de comprendre la différence qu'il existe entre l'un et l'autre pour pas risquer de faire des erreurs. Donc extend vous permet automatiquement de greffer les méthodes au niveau du contexte. Donc si jamais vous faites un extend depuis une classe, ça créera des méthodes de classe. Si vous faites un extend depuis une instance, ça créera des méthodes d'instance, mais seulement pour l'instance en cours. Le include vous permet de prendre toutes les méthodes d'instance qui se situent dans le module et de les ajouter à la classe dans laquelle on va inclure. Donc les modules vous permettent comme ça de séparer véritablement des blocs de code que vous pourriez voir répétés à plusieurs endroits. Et ils sont déjà utilisés dans le corps de Ruby, notamment pour créer le comportement de comparaison et les comportements d'énumérables, qui permet de faire un each et qui permet de parcourir les choses. Donc lorsque vous cherchez des méthodes de base que l'on a vues précédemment, comme par exemple la méthode gets ou les méthodes puts, c'est vrai qu'on est tenté de se dire, vu que tout hérite de object, je cherche dans la méthode, dans la classe object. Et si je fais ça, je vois que je ne trouve rien. En fait, tout est véritablement dans le kernel. Donc ce système d'inclusion est déjà présent, même dans le corps de Ruby. Donc c'est très important de bien le comprendre pour être en mesure de bien identifier où se situent les informations dans la documentation. Donc c'est quelque chose qui est plutôt intéressant, mais qui a quand même un revers. Le revers assez important, c'est que c'est très difficile au bout d'un moment de deviner quelles sont les méthodes d'une classe, parce qu'il va falloir parcourir toutes les inclusions qui ont été faites. Donc d'un côté, ça vous permet de mieux morceler le code, mais de l'autre, ça nuit un petit peu à la lisibilité.
Parce que si je me regarde la classe élève, avant, ben, il me suffisait de regarder les méthodes et je savais tout de suite les méthodes qui étaient disponibles. Là, si je veux savoir si une méthode existe ou pas, ben, il faut que je regarde, ah, ça inclut Notable. Donc je regarde dans Notable quelles sont les méthodes importées. Mais dans Notable, j'ai aussi un self.included. Donc il faut que je regarde les méthodes de classe qui sont importées. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, c'est vrai que ça rend le truc un petit peu plus complexe en termes de fonctionnement. Donc après, c'est facile, si vous connaissez le nom de la méthode, par exemple each with index, ben, vous voyez directement où elle se situe. Mais si vous cherchez en vous disant, bon, ben, voyons les méthodes de array, vous ne trouvez pas cette méthode-là, il faut que vous sachiez que les array héritent, enfin incluent ben, ce module énumérable, donc vous cherchez ensuite dans le module, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc dans le cas ici, c'est relativement simple, mais dans des cas plus complexes, je pense notamment à des frameworks tels que Ruby on Rails, ce système d'inclusion rend le système très très complexe parce qu'on va devoir chercher dans de nombreux modules comment ça fonctionne. Voilà, bon, ceci étant dit, on n'a souvent pas le choix, on est obligé de faire ce système d'héritage lorsque l'on veut greffer un comportement sur plein de classes différentes. Et on voit sur ce schéma pourquoi on appelle ça de l'héritage horizontal. L'héritage classique est appelé vertical parce qu'on descend. On a un enfant qui a un parent qui lui peut avoir un autre parent puis un autre parent. C'est assez simple. Dans le cas des modules, on est plus sur un héritage horizontal. C'est-à-dire qu'on a une classe qui peut inclure tel module, tel module, tel module, tel module. Donc c'est pas du tout la même structure, mais ça permet d'avoir un code mieux morcelé. Voilà, donc j'espère que ce système de modules maintenant n'a plus de secret pour vous. Donc ce qu'il faut récapituler, c'est qu'on peut soit les utiliser comme des namespaces pour grouper les différentes classes et pas s'y mélanger les pinceaux, soit aussi on peut les utiliser pour grouper un comportement que l'on souhaite ensuite greffer à différentes classes, soit en utilisant le include, soit en utilisant le extend. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons parler un petit peu des exceptions, toute la partie droite des classes.